Au sommaire de ce journal, 24 heures après l'attaque perpétrée par les groupes armés terroristes contre le convoi de ravitaillement reliant la ville de Djibo, le gouvernement sort le premier bilan des victimes. 11 militaires sont tués, 28 autres personnes ont été blessées, une cinquantaine de civils sont portés disparus. On y revient tout à l'heure. Ils vont du constat que les jeunes de la région des Cascades sont beaucoup instrumentalisés pour exécuter des desseins inavoués. Le conseil régional de la jeunesse de la cité du Paysan Noir veut changer la donne. Elle a initié les assises régionales pour amener justement les jeunes à s'engager dans des causes nobles comme le retour de la sécurité et la paix dans cette partie du pays qui vit aussi la menace sécuritaire. Vous entendrez les acteurs de cette initiative dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le premier bilan de l'attaque terroriste survenue à hauteur de Gasgendé sur le convoi de ravitaillement en partance pour Djibo, dans le Sahel. Le gouvernement informe qu'après le passage de ces groupes armés, 11 corps de militaires ont été retrouvés. On enregistre 28 blessés, dont 20 militaires, un VDP et 7 civils. Et ce n'est pas tout. On enregistre également une cinquantaine de civils portés disparus. À noter que c'est un bilan provisoire qui a été donné et cette attaque est survenue le lundi dernier, il faut le savoir. Et c'est dans ce contexte où l'on constate l'enrôlement de plusieurs jeunes burkinabés dans les rangs de ces groupes armés terroristes que le Conseil régional de la jeunesse des Cascades a initié les assises de la région en associant justement la jeunesse convaincue que les jeunes de la région sont souvent manipulés par les politiques. Les initiateurs entendent donner de nouveaux mécanismes à ces jeunes pour plus d'implication dans la promotion de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Cédric Wilfried Mabio. Dans la quête de la paix, les jeunes de la région des Cascades ont décidé de prendre leurs responsabilités et s'engagent. Afin de mieux orienter leur mission, elle a organisé la première édition des Assises régionales de la jeunesse avec pour thème central « Jeunesse engagée pour la paix et la sécurité ». Bien, ici, l'implication réelle de la jeunesse, on a vu que les jeunes sont tout le temps instrumentalisés par les politiques et chaque fois, ces jeunes sont là pour revendiquer. Donc maintenant, on a voulu nous faire entendre suite à la situation que nous avons actuellement. Voilà, donc maintenant, on va s'entendre aussi autour de ces assises, apportant aussi notre contribution. S'il y a lieu même, comment dirais-je, de donner des renseignements à nos FDS pour qu'ils puissent relever le défi, soit pourquoi ne pas aller sur le terrain. Des assises qui ont enregistré la participation de plusieurs responsables régionaux de jeunesse du pays qui sont venus apporter leur soutien à l'initiative des jeunes de la région des Cascades, laquelle jeunesse est encouragée sur cette voie par les autorités administratives de la région. Alors, il faut dire qu'au niveau national, nous sommes déjà engagés depuis longtemps par rapport un peu à cette contribution qui a démarré très très longtemps. Et nous sommes là aujourd'hui avec une équipe dynamique représentée par beaucoup de présidents régionaux qui viendront ici échanger avec les jeunes de la région des Cascades pour en fait contribuer, donner des idées d'action fortes pour qu'ensemble, en tant que jeunes, nous puissions combattre les terroristes. C'est une initiative à saluer et qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Nous souhaitons en tout cas qu'à l'issue de ces assises, qu'ils puissent faire sortir des recommandations à même d'aider la population en général et la jeunesse en particulier à contribuer de façon optimum à la préservation de la paix et de la sécurité. Des assises qui seront meublées par des conférences et des débats sur le rôle de la jeunesse à l'effort de paix et à la sécurité. De Banfora, parcourons maintenant 85 km pour Bobo Dioulasso et nous allons assister à une rencontre entre le président de la délégation spéciale et les commerçants de la ville de Sia. Sur la table des échanges, la préoccupation relative à la réhabilitation de certains marchés en mauvais état. On parle notamment de difficultés de recouvrement ou encore de manque de parking. Une chose est justement de demander la réhabilitation de ces espaces. Une autre est aussi de s'acquitter de ces taxes. C'est le message lancé par la délégation spéciale à l'endroit de ces commerçants. La suite avec Kouka Tomayao, Ini Soniakam et surtout Justin Dabiré.
Les commerçants des marchés de la ville de Bobo-Dioulasso face au président de la délégation spéciale de la commune. Les deux parties échangent sur les difficultés rencontrées par les commerçants au niveau des marchés. Des difficultés liées à la construction et la réhabilitation de certains marchés et aux problèmes de parking autour des marchés. Ils invitent le PDS de la commune à se pencher sur ces problèmes afin de leur permettre de mieux exercer leur commerce. Vous voyez que le moyen de recouvrement reste toujours le moyen faible. Nous n'avons pas de moyens de pression quand même sur le commerçant à recouvrir quand même nos taxes, puisque à ma connaissance, nous n'avons pas une documentation qui permet à ce qu'on met la pression sur ce dernier jusqu'à ce qu'il parte payer. La deuxième difficulté que nous avons quand même, est-ce que vous voyez le tour de marché là, nous avons un problème de parking. En fait, que pour un commerçant qui quitte l'extérieur et qui vient, mais il ne peut même pas se parquer devant le marché. Donc ça, ils occupent le domaine public. Là, c'est la commune qui doit s'en charger. Voilà, donc c'est une difficulté que nous avons comme ça. Ce sont des difficultés que nous avions notées et que nous comptons travailler à régler. Mais bien sûr, nous ne pouvions pas réussir cette mission dans un climat d'incivisme et aussi d'intolérance. C'est pourquoi nous avions profité de cette rencontre pour passer un certain nombre de messages et le faire comprendre que la situation sécuritaire voudrait vraiment qu'on se comprenne sur certains aspects. La construction des infrastructures marchandes exige l'implication et l'engagement de l'ensemble des commerçants. Ceci à travers le paiement des taxes, fait savoir le PDS de la commune. Pour nous, l'occasion était belle de leur rappeler leur devoir citoyen, mais aussi de leur faire comprendre que la crise sécuritaire est une réalité au niveau du Boué. Nous enregistrons des PDI chaque jour que Dieu fait, aux personnes déplacées internes. Et nous avions besoin effectivement de fonds pour pouvoir faire face à certaines situations. Cette rencontre avec la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a été pour les commerçants une bonne initiative, même si elle reste insuffisante, disent-ils, pour régler toutes les questions liées aux problèmes des commerçants de la ville de Bobo-Dioulasso. Je vous emmène maintenant au Mali. Le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, a été accueilli en triomphe à Bamako après son discours tenu à la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Un discours dans lequel Abdoulaye Maïga n'a épargné personne de ses voisins directs en passant par la France. L'envoyé d'Assimi Goïta s'est montré très véhément au point où il a qualifié le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme. À Bamako, ce discours a été commenté. Revoyons ensemble les images avec Madina Sino. Forte mobilisation du peuple malien ce 27 septembre à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou de Bamako. Une mobilisation pour accueillir en triomphe leur héros Abdoulaye Maïga. Le Premier ministre par intérim a tenu un discours remarquable selon ses compatriotes à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Cet accueil chaleureux vient donc galvaniser davantage l'équipe du colonel Assimi Goïta. Nous sommes des exécutants et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Mais effectivement c'est une grande fierté. À la tribune des Nations Unies, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a qualifié le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme. Les relations entre Paris et Bamako se détériorent de jour en jour et le soutien des Maliens à la transition s'avère donc nécessaire pour remporter des victoires et stabiliser le pays. Nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ces défis que tant que nous nous formons nous-mêmes en interne, bien entendu un bloc très homogène. Après cet accueil triomphal, le chef du gouvernement malien fera le point de son séjour au pays de l'oncle Sam au président de la transition, Assimi Goïta.
Restons encore à Bamako. Avant l'arrivée du Premier ministre par intérim, c'est la Ligue des pionniers de la capitale malienne qui a organisé une formation sur l'éducation civique et morale. À l'heure où le Mali vit plusieurs crises, notamment diplomatiques et sécuritaires, les initiateurs entendent développer chez les citoyens les valeurs de probité et l'engagement du devoir malien. La formation s'est déroulée du 15 au 25 septembre dernier. Fatou Fayama, Sandrine Zougouri. Ils sont au total 197 jeunes, dont 113 filles et 74 garçons venus de plusieurs communes du district de Bamako pour prendre part à cette formation en éducation civique et morale. Une formation de 10 jours qui vise à faire de ces Maliens des citoyens modèles. La discipline, le civisme et la citoyenneté. Et nous l'avons fait dans le camp et nous les avons fait à travers des actions concrètes. Pour les autorités en charge de l'éducation, la jeunesse a plus que besoin d'être encadrée afin d'être des hommes responsables. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi eux et de venir représenter toujours le département. Et ça a été un plaisir vraiment de voir le monde et de voir vraiment les pionniers en action et la famille Cheikh Salah Sako. Ce camp de formation dénommé Cheikh Salah Sako se tient en hommage à ce grand homme qui a marqué le système éducatif malien à travers ses prouesses dans la formation des élèves. Allez, marquons à présent une halte à Ntandeni. Dans le Gourma, nous sommes de retour au Burkina Faso et c'est dans la région de l'Est pour découvrir le chant de la famille Dayamba. Ensemble, les membres de cette famille ont mis en terre plusieurs semences. Après quelques difficultés dues notamment à l'absence de précipitations, ils peuvent retrouver le sourire. Tous leurs plants sont arrivés à maturité. La famille espère même au moins 4 tonnes avec la récolte 2000. Images et commentaires, Madina Simo. Sur une superficie de 10 hectares, la famille Dayamba, dans le village de Ntandeni dans le Gourma, produit du sésame, du sorgho, du niébé et du maïs. Après un début difficile, la saison des pluies s'est finalement bien installée dans la zone et la verdure de ce champ le démontre amplement. Certains maïs sont déjà au stade de maturité. Les inquiétudes en début de saison appartiennent désormais au passé, place maintenant à l'optimisme. On peut avoir 3 tonnes et le mil, on peut avoir à peu près 4 tonnes comme ça. Ce qu'on a fait. Le maïs, on peut dire que ça peut être beaucoup. On peut avoir 1 tonne. Le niébé aussi, on peut avoir quelques sacs, à peu près 10 sacs comme ça. Des tonnes de récoltes qui permettront à la famille Dayamba de se nourrir convenablement. Dans ce champ familial, les pesticides sont interdits. Pour des produits agricoles sains et bio, seule l'utilisation des composts est autorisée dans ce vaste périmètre. J'ai le compost. Oui. On le met dans nos... On a créé des trous, on les met, après on l'enlève, après la pluie, on commence à cultiver maintenant. Si la pluie commence bien, on peut dire que l'agriculture peut nourrir l'homme. Après des moments de caprice, Dame Nature s'est montrée plus clémente avec des pluies régulières dans la région de l'Est. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux les agriculteurs qui ont eu la chance des Dayamba. Insécurité oblige, plusieurs travailleurs de la terre n'ont pas pu exploiter leurs champs. Les zones de grande production comme Nagré et Natiabouani ont vu leur population abandonner leurs terres à cause des représailles des groupes armés terroristes. Le grand format de ce 13h nous conduit dans l'univers du tourisme burkinabé. Vous le savez sans doute, depuis que la crise sécuritaire s'est accentuée dans plusieurs régions du pays, eh bien, ils sont nombreux les secteurs d'activité qui ont été impactés négativement. La région des Cascades n'est pas en marge. En plus de l'insécurité, il y a la fermeture des frontières et la Covid-19. Conséquence, le tourisme dans la zone s'est grippé, mais les acteurs ne chancellent pas. Ils se montrent résilients pour montrer plus d'attractivité dans le secteur. C'est un document signé Cédric Wilfried Mabiou. Dans la ville frontalière de Niangologo, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Ahmed Kone, jeune opérateur économique, s'investit dans le domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement depuis maintenant 2 années. Avec nos aînés qui ont commencé depuis des années, donc nous aussi vu ce qu'on a commencé à faire. On a vu pourquoi ne pas faire quelque chose comme eux aussi. Bon. Ils ont commencé, bon, c'est comme ça nous a motivés, quoi. Voilà, oui, donc
C'est l'examen qu'on a pris. Voilà, et puis Dieu merci, aujourd'hui on a pu faire. Un secteur qui, dans la région des Cascades, vit des jours très difficiles, et ce, depuis 3 années. Une situation engendrée par 3 crises majeures qui ont secoué le secteur de l'hôtellerie. Il s'agit de la crise sanitaire avec la maladie à coronavirus, la fermeture des frontières et surtout la crise sécuritaire. Conséquence, des centaines d'emplois ont été perdus dans le secteur au niveau régional et certains responsables de l'hôtellerie, afin de ne pas mettre la clé sous le paillasson, ont dû s'adapter. C'est le cas de cette hôtelière qui, sous le poids des engagements, tente de s'adapter à la situation. Ça veut dire que chez nous aussi on peut le faire. Vous particulièrement, est-ce que il y a eu des problèmes pour payer les employés, puisqu'en temps de Covid, à un certain moment même, on était fermé. On était fermé. J'ai dit aux employés, bon, vous voyez la situation, il faut qu'on ferme. Sinon, comment on va vous payer? Je vous dis que un mois après, c'est les employés qui sont venus me voir. Et nous, on en a marre de rester à la maison. Si on peut être là, même si vous n'avez pas le salaire complet pour nous, c'est qu'on arrive à gagner. Si vous pouvez nous donner un peu pour qu'on puisse être occupés. Voilà, les employés, bon, vraiment, je profite de votre micro pour remercier tous mes employés qui sont venus me voir, que la situation, et même ils comprennent la situation actuelle qu'on vit. Et voilà. Bon, je te dis, il y en a qui ont eu la moitié du salaire. Bon, il y a eu un mois même carrément où personne n'a eu et c'était leur consentement. C'est ça. Donc, moi particulièrement, j'en ai eu ces problèmes. En dépit de cette situation, les hôteliers de la région des Cascades ont pu se métamorphoser en trouvant au tourisme local la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, on est toujours ouvert, c'est grâce au tourisme local qu'on puisse trouver des solutions pour développer le tourisme local. Et comment on peut développer ce tourisme local si ce n'est pas avoir accès aux sites et faire la promotion des sites? Il faut qu'on apprenne à vivre avec les difficultés. Il faut qu'on soit résilient. Moi, j'ai foi que la situation ne peut pas rester comme ça. C'est sûr que, en tout cas, que ce soit la situation sanitaire, la situation sécuritaire, c'est évident, c'est sûr que, en tout cas, les choses vont changer et on garde toujours la foi. Le gouvernement burkinabé, conscient de la situation, a contribué fortement à la résilience de ce secteur dans la région en octroyant des allègements fiscaux et aussi à travers des subventions. Cela donc a interpellé les différentes autorités en charge du tourisme de repenser le tourisme, de l'orienter plutôt vers les Burkinabés, vers les Africains, vers les habitants de la sous-région, mais également de travailler en tout cas à rendre le tourisme plus responsable en faisant ce secteur-là, en tout cas un secteur qui est orienté vers le travail décent et en fonction en tout cas des directives de l'OIT sur le travail décent dans le secteur du tourisme. En dépit de ces différentes tempêtes qui s'abattent sur la région des Cascades, le ressaut de l'hôtellerie n'attend pas rompre. Loin des frontières burkinabées, à Conakry, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du massacre de 2009 au stade de la capitale guinéenne. L'un des accusés, Dadis Camara, rentré au pays pour prendre part à ce procès, a été arrêté et incarcéré mardi soir. L'entourage de Dadis dénonce son incarcération, mais il faut savoir qu'une douzaine d'hommes seront jugés dans ce procès pour leur agissement dans ce massacre il y a 13 ans. Les explications avec le confrère Africa News. En Guinée, l'ancien président Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 ont été incarcérés mardi. Leur emprisonnement intervient la veille du procès avant même qu'ils n'aient été jugés. Convoqués au tribunal de Conakry préalablement à leur comparution mercredi, les 11 accusés ont été retenus par le procureur jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire du procès à la durée indéterminée. Les 11 hommes, parmi lesquels Abdoulaye Chérif Diaby, colonel et ministre de la Santé à l'époque des faits, ainsi que Claude Pivy et Blaise Guémou, également militaires,
doivent répondre à partir de mercredi de leurs agissements il y a 13 ans. L'ancien président Moussa Dadis Camara est accusé d'avoir envoyé des soldats, des policiers et des miliciens lors du rassemblement de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition. Ces derniers s'étaient réunis dans un stade de la banlieue de Conakry pour manifester pacifiquement contre la candidature du président Camara à la présidentielle de janvier 2010. Une multitude de témoignages rapportent comment les bérets rouges de la garde présidentielle, des policiers et des miliciens sont entrés dans l'enceinte, en ont bouclé les accès et ont ouvert le feu sans discrimination sur une foule civile désarmée. Du sport maintenant, dans ce 13h hier mardi, les étalons ont fait bonne sensation encore au Maroc. À Casablanca, les seniors ont signé leur deuxième victoire face aux îles Comores. Score final, 2-1 pour les poulains de Hubert Velutz. Les réalisations de Issoufou Dayo et Bertrand Traoré sur un pénalty bien exécuté. Et puis, un peu plus tôt, à Marrakech, les U23 ont renversé la vapeur face à la Gambie. 2-0, c'était le score final. Les étalons se qualifient ainsi pour le tour suivant des éliminatoires de la CAN dans leur catégorie. Prochain adversaire, donc, les Lions du Sénégal. Et puis on termine ce journal avec la Coupe de l'Unité de Thiou qui s'est jouée le dimanche dernier en confrontation. Ivoire-Sport et nouvelle sélection, une finale remportée par Ivoire-Sport au tir au but. Comme son nom l'indique d'ailleurs, cette Coupe de l'Unité vise à susciter le vivre ensemble entre les fils et filles de la localité dans un contexte de crise sécuritaire. Océane d'abonnés, Maxime Ilwoudou. Ivoire-Sport remporte la 3e édition de la Coupe de l'Unité de Thiou. Une victoire acquise à l'issue de la séance des tirs au but où les Bleus de Ivoiro prennent le dessus sur les jaunes de nouvelle sélection. Ici à Thiou, parce que notre équipe a participé à cette compétition pour gagner. On est venu ici pour remporter la coupe. Donc, je suis content avec les organisateurs. C'était au tir au but. On a confiance dans notre gardien. C'est un gardien titulaire. Au regard de la situation sécuritaire, ce tournoi de football vise non seulement à divertir la jeunesse, mais aussi à promouvoir le vivre ensemble. Cette année, ce n'était pas évident, vu le contexte que vous savez, vu aussi les conditions au niveau national. Mais nous avons tenu quand même à maintenir le cap, parce que l'idée, c'est l'union, c'est la cohésion. C'est aussi dans la dynamique de la réconciliation, de l'unité, et de faire en sorte que la jeunesse de Thiou puisse s'engager dans le respect, dans l'amitié. Je suis vraiment contente parce que voir les jeunes, c'est pourquoi on les a appelés tous à la union. Ils n'ont qu'à s'unir pour que le Burkina avance. Présentement, nous avons besoin de la paix pour notre territoire et je pense que ce soir-là, en voyant des jeunes réunis, les chefs ont parlé, les chefs coutumiers ont parlé, les sages ont parlé. Vraiment, c'est vraiment une grâce. Les promoteurs de cette coupe envisagent, comme l'année dernière, accompagner les meilleurs joueurs dans leur carrière. À cette 3e édition, la population de Thiou n'a pas marchandé son déplacement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Très bel après-midi. Je vous retrouve demain pour notre session d'information.